Amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et bienvenue à Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune auteur qui vient nous présenter son œuvre, fraîchement sortie dans les éditions Matrice. Cet auteur va donc nous aider à comprendre les motivations qui l'ont poussé à nous proposer ce thème, les centres d'intérêt qui traversent son œuvre, et bien entendu nous aider à l'apprécier davantage. Nous allons donc, sans plus tarder, recevoir M. Bocarno. Bonjour. Bonjour, M. Sylvestre Ourega. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, le plaisir pour moi. Alors, vous allez vous présenter très brièvement aux téléspectateurs. Qui est Bocarno? Bocarno est avant tout ivoirien, né à Maféré, originaire de Grand Mourier, dans la sous-préfecture d'Agouville. Il est aussi enseignant d'anglais, responsable syndical et puis auteur de romans. Vous avez dit professeur d'anglais. Alors, que répondez-vous à ceux qui s'étonnent de voir qu'un professeur d'anglais se mette à écrire, et surtout en français? Bien, avant d'être professeur d'anglais, il faut dire que nous sommes dans une société, dans la société ivoirienne, où la langue officielle est le français. Et lorsque nous sommes dans une société, le principal, c'est de pouvoir communiquer. Je parle anglais, mais ici, la langue officielle étant le français, si je veux bien me faire comprendre, c'est en français que j'ai pu m'exprimer. Quoique, je voudrais dire à M. Sylvestre que j'ai aussi toute une collection de livres écrits en anglais, mais je pense que ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Bien entendu. Alors, le procès de Souralais, votre production littéraire qui fait l'objet de cette discussion, ne serait pas, semble-t-il, votre première production littéraire? Oui, le procès de Souralais est le deuxième du genre. Le premier, intitulé La désobéissance d'un fils, est paru aux éditions et des livres en France. Et celui-là est le tout premier qui paraît ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel est souvent le sort réservé aux livres sortis juste depuis la France, alors que le public cible se trouve en Côte d'Ivoire? Est-ce que les choses sont faciles pour que votre livre soit connu par le public cible ivoirien? En tout état de cause, je dirais non, les choses ne sont pas faciles, dans la mesure où les ouvrages parus en Europe doivent d'abord traverser l'océan pour parvenir ici. Et il y a aussi le coût. Le livre coûte, je crois, 12 €, ce qui n'est pas vraiment de la bourse de l'ivoirien moyen. Ça va vous coûter environ 9 000 francs pour à peine 120 pages, c'est beaucoup. Donc, mais ce qui nous a poussé à éditer notre livre là-bas, c'était que d'abord au départ, on avait beaucoup de difficultés à être acceptés dans les maisons d'édition ivoiriennes. Et ils ont été les premiers à nous faire confiance. Voilà tout. Ok, ça c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes auteurs, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons parler donc de votre dernière production littéraire, Le procès de Souralais. Qu'est-ce que c'est le procès de Souralais? Quel est le projet qui est derrière cette œuvre? Le procès de Souralais, c'est une œuvre romanesque qui parle bien entendu d'un procès, mais pas n'importe lequel. Un procès qui va avoir lieu des suites d'un déficit de communication dans un foyer africain, où les protagonistes, si j'ai pu m'exprimer ainsi, vont donc au regard de leurs croyances et surtout aussi au regard de leurs considérations coutumières, outrepasser un certain nombre de choses pour pouvoir parvenir à un procès. Oui, et donc ce qui est reproché à un des personnages, c'est d'avoir commis l'adultère. C'est une dame, Souralais, son mari s'appelle Kouma. Alors expliquez-nous un peu comment de simples soupçons d'adultère peut arriver à un procès qui a mobilisé tout un village et qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien, c'est même l'une des raisons qui m'ont amené à écrire cet ouvrage. Vous êtes sans ignorer que la société africaine, en majorité, est patriarcale. Et nous pardonnons, quand je dis nous, je veux dire les hommes, nous pardonnons difficilement à la femme un certain nombre de travers. Alors, Kouma qui constate, après
bien sûr les dires d'un devin qui lui a prédit que sa femme n'aurait qu'un seul enfant. Il constate après la naissance de cet enfant que sa femme porte une autre grossesse. Bon, bien évidemment, étant très attaché à ses croyances, il ne peut penser autrement que de croire que sa femme a connu ou a commis l'adultère. Ben, il faut dire aussi que Souralé n'aide pas véritablement Kouma à se défaire de ses soupçons. Vous avez dit déficit de communication, c'est le cas, parce qu'elle ne dira jamais comment la grossesse a pu être possible alors que le devin avait prédit qu'elle n'aurait qu'une seule maternité. Ça va se savoir par le lecteur lui-même, on ne va pas en dire davantage. Maintenant, dites-nous comment l'adultère dans certaines sociétés est vraiment considéré comme une faute impardonnable et dans le cas de Souralé, elle méritait le bannissement pur et simple si elle était reconnue coupable. Sous d'autres cieux, le mari cocufié peut aller terminer l'affaire à la machette, comme dans le livre de notre cher Etimaker, que vous avez certainement lu. Oui, bien évidemment, la loi des ancêtres. La loi des ancêtres. Mais effectivement, la question de l'adultère, il faut le dire, n'est pas nouvelle. Je pourrais dire que ce n'est pas un fait typique à la société africaine. Parce que même dans quelques livres saints, notamment même dans la Bible, le peuple hébreu considérait aussi l'adultère comme une faute très grave, jusqu'à en éditer une loi pour dire que c'était une cause de répudiation de la femme, mais en plus il fallait même lapider à mort celle qui était jugée coupable d'adultère. C'est la même chose ici aussi en Afrique, dans certaines sociétés, ne connaissant pas toutes les cultures, mais je sais que dans nombre de cultures africaines et surtout ivoiriennes, l'adultère est quelque chose de répugnant, surtout, et là c'est là où je vais m'apaisantir, surtout venant d'une femme. C'est ce que nous avons constaté. En même temps, nous avons aussi fait le constat que vous décrivez une société plus ou moins moderne. C'est vrai qu'on est dans la pure tradition parce que ça se passe en zone rurale. N'empêche qu'on est dans un état assez moderne. Quand on lit ici et là quelques détails que vous avez voulu bien lâcher, on comprend qu'on vit dans une société moderne. Et incroyablement, l'administration moderne n'intervient pas dans ce procès d'un autre âge. On va le dire comme ça. Comment vous avez réussi à nous faire admettre ça? Je pense que je ne fais que décrire ce qui se passe. Il est vrai qu'aujourd'hui nous avons le modernisme, mais la société africaine aujourd'hui court vers une certaine mutation, mais cette mutation ne lui fait pas perdre son essence. Nous avons encore à ce jour le tribunal coutumier qui existe. Même ici en Côte d'Ivoire, dans certaines régions, nous avons les règlements par le chef du village. Et il faut dire qu'à ce sujet, les Ivoiriens surtout, et certains peuples africains, préfèrent ce règlement qui n'admet pas toujours l'emprisonnement et qui permet que les parties soient sauves à la fin du procès. Et s'il y a eu une erreur de jugement, on peut être victime d'un simulacre de procès. Souralé était parti pour être banni. Ce n'est pas aussi facile pour une jeune femme, surtout qu'elle portait une grossesse, si elle était reconnue coupable. Simplement parce que les gens avaient eu une mauvaise interprétation de la situation, elle aurait été victime innocente. Est-ce que le bannissement est mieux qu'un emprisonnement? Je dirais l'un mis dans l'autre, c'est presque la même chose. Parce que vous avez vous-même dit que c'est une société moderne, dans une société traditionnelle qui est en train d'éclore. Alors le bannissement ici revenait à quoi? Souralé ne revenait plus dans son village natal. Mais n'empêche qu'elle serait peut-être allée quelque part d'autre dans le pays. Voilà, et cela, à mon sens, est mieux que de priver de liberté à quelqu'un entre quatre murs. Quoique je ne suis pas en train de faire le procès de la justice ou du mode de fonctionnement de la justice. Je ne suis pas contre les prisons, mais je veux dire que la société africaine avait aussi sa façon à elle de régler ce genre de situation. Très bien.
Vous avez, à la page 39, fait une petite description. En fait, c'est un de vos personnages qui dit quelque chose sur la femme. J'aurais bien voulu que vous nous lisiez un petit paragraphe, si c'est bien permis. À la page 39, vous avez écrit ou fait dire par l'un de vos personnages ceci. « Mon frère, avait-il dit, les femmes sont toutes pareilles. Si tu repudies une, sois certain que tu n'auras plus à en prendre une autre. La seconde pourrait se montrer pire que la première. » Est-ce que ce n'est pas là un cliché? Ne craignez-vous pas qu'on vous reproche d'entretenir des clichés sur les femmes? Bien entendu, vous avez dit que je fais parler un personnage. L'auteur convoque plusieurs sensibilités et plusieurs, comment on pourrait dire cela, plusieurs points de vue. C'est des rôles que vous distribuez. Voilà, plusieurs points de vue sur la femme à travers cet ouvrage qui est un procès de la femme. Et c'est l'un des arguments que développe la société misogyne. Voilà. Et donc je fais parler ce personnage qui nous dit que vraiment la femme, en effet, il tentait, c'est l'ami de Kouma, qui tente de ramener à la raison Kouma, en lui disant, cela ne sert à rien d'aller à un procès qui finira par la répudiation de ta femme, mieux vaut la garder. Et c'est donc en argumentant qu'il lui dit que non, les femmes sont toutes les mêmes, si vous en répudiez une, soyez sûr que vous n'allez pas en prendre une autre, parce que les problèmes ne finiront pas. Quelle que soit la femme que vous prendrez, vous en aurez des problèmes à régler. À la page 83, vous avez présenté ce coin, n'est-ce pas, cet espace dans votre roman, le village, l'accès du village. On y va en 4x4. La route de 400 km est en parfait état. Pourquoi? Parce que les autorités étatiques auraient mis les bouchées doubles pour arranger le quotidien des populations. Vous dites que ces populations ont juste émis des revendications et 6 mois plus tard, des bulldozers sont arrivés. 2 mois de travail acharné d'ouvriers rompus à la tâche ont permis de bitumer les voies principales. Vous présentez l'État, en tout cas l'administration, comme quelque chose de providentiel. Il suffit on va dire, de la solliciter et tout est réglé si facilement. Vous êtes l'un des rares auteurs à faire les éloges de l'État. Vraiment, M. Sylvestre, je pense que vous avez bien lu l'œuvre. Et au-delà de cette description, c'est plutôt une critique, même très acerbe, que je fais. Parce que le président vient de cette région. Voilà, le président vient de cette région. Et puisqu'il vient de cette région, il s'est mis vraiment en mission. Et très rapidement, lorsque la doléance lui a été faite, parce qu'il vient de cette région, il a alors fait ce que la population demandait. Sinon, rien ne dit que c'est ce qu'ils font d'habitude. Et c'est même quelque chose que nous tentons de critiquer. Nous avons remarqué que sous nos cieux, surtout ici en Afrique, les chefs d'État, les gouvernants, s'attellent vraiment à prendre en charge leur région au détriment des autres. Et c'est ce que je tente de dire ici et non de faire l'apologie. Donc c'est une ironie en fait. Et c'est bien mené dans tous les cas. Pour en revenir au procès de Souralais, finalement, la grossesse de Souralais, ce n'est pas le fait donc, de la médecine traditionnelle, on va dire, mais secrètement, elle a consulté un médecin. Bon chic, bon genre, et sa grossesse, finalement, est le fait d'un traitement de la médecine moderne. Le résultat d'un traitement de la médecine moderne. Mais le message, vous l'avez un peu voilé. Pourquoi? Eh bien, c'est juste pour demander aux uns aux autres d'avoir une ouverture d'esprit. Vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui se réclamer africaniste, qui est celui qui rejette toutes les valeurs étrangères, et puis espérer être en harmonie avec les concepts tels que la mondialisation, tels que la globalisation et autres. Aujourd'hui, certes, défenseur des droits en tant que syndicaliste, mais en tant qu'écrivain aussi, je ne veux pas jouer aux aveugles, il faut ouvrir les yeux. Il y a aussi du bon en l'autre, et c'est donc cette tolérance culturelle que j'essaie, ou du moins j'ai essayé
de faire transparaître à travers ce passage. Pour dire qu'on est africain, nous avons nos croyances. Elles ne sont pas toutes mauvaises, elles ne sont même pas mauvaises, mais elles ne sont pas parfaites non plus. Il faut vraiment aller au contact des autres et savoir qu'on peut aussi avoir quelque chose de positif ailleurs. C'est bien. Et vous êtes allé plus fort, parce qu'au moment où on s'apprêtait à dire « Ah, le devin s'est trompé ». En réalité, il ne s'est pas trompé. Vous avez en quelque sorte entretenu le suspense, et il se trouve que le devin non plus ne s'est pas trompé. Donc à la fois le devin, il avait au départ dit que le couple n'aurait qu'un seul enfant. Plus tard, il a révisé sa position, et puis finalement, la médecine moderne est intervenue, et elle a aidé le couple à avoir un deuxième enfant à l'insu du mari. Quel est le message? Ce n'est pas une confrontation entre le modernisme et la tradition, vous l'avez dit. Est-ce que vous voulez encore insister un peu sur cet aspect des choses? Oui, j'insiste surtout sur le dépassement de soi. Voilà, sur le dépassement de soi en toute chose. En tout jugement, il ne faut pas demeurer statique. Les choses sont en pleine mutation. Le monde est en pleine mutation et il faut tenir compte de tous ces paramètres. La vérité d'aujourd'hui peut être le mensonge de demain. Et il faut donc tenir compte de cela. Que cela soit en politique, que cela soit même dans la vie sociale, mais il ne faut pas être figé. Parce que j'ai remarqué que cette manière de concevoir les choses est à la base de nombreux conflits ici en Afrique. Parce que moi j'estime que tel doit être le message, tel doit être la manière de faire. Si ce n'est pas ainsi, alors je ne suis pas d'accord. Mais il faut comprendre que les positions peuvent varier, les lignes peuvent bouger. Exactement. Maintenant, pour en venir à la forme de votre œuvre, elle s'achève avec une chute libre, hein, un peu comme dans la nouvelle. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Quel est le dessin? Est-ce que c'est à dessein plutôt? La question. C'est à dessein. C'est à dessein. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont interpellé et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'était mon objectif. Voir une œuvre qui s'achève par le lecteur avec un questionnement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la suite? Certains même m'ont demandé d'écrire même un tome, un second tome. Je leur ai dit non, l'important pour moi, ce n'est pas de vous mâcher la nourriture et la mettre dans votre bouche, mais c'est de vous permettre de poursuivre la réflexion. Ça, c'est un cas de société, un fait de société. Peut-être pas décrit de la même façon tous les jours, mais c'est courant. Alors, cela peut entretenir les débats et même déboucher sur d'autres débats qui pourront amener un changement au niveau de notre société. Ok, alors Monsieur Boka, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous allons très brièvement revenir sur le procès coutumier, devant ce tribunal coutumier. Est-ce que c'est à dessein ou veuillez bien nous expliquer comment ce procès coutumier, est-ce qu'il y a des faiblesses que vous avez essayé de mettre en évidence à travers votre plume, sans forcément le dire, sans forcément explicitement le dire? Oui, vraiment merci beaucoup M. Sylvestre Ourega. Il faut dire que en même temps que je tente de dire qu'il faut faire la part belle au tribunal coutumier, je ne peux pas occulter que ce tribunal présente quand même des faiblesses. Nous remarquons que ce tribunal est souvent basé sur la présomption. Et on n'a pas cet outil moderne qui nous permet de mener des enquêtes, de chercher des preuves. Et on se base sur la sagesse, sur l'oralité, sur qui sait mieux parler pour pouvoir donner la sentence et dire ce qu'il faut. Alors c'est l'un des problèmes, puisque vous avez dû le constater, Souralais a dû se battre. Toute seule, hein? Voilà, a dû se battre, à chercher des preuves. Dans la recherche de ces preuves, on a même accusé d'avoir fui. Même ses parents, c'était difficile pour eux, quoiqu'ils étaient convaincus, mais puisqu'il n'y avait pas cette preuve scientifique qu'on peut trouver aujourd'hui dans les tribunaux modernes, on pourrait voir un gynécologue, un généticien, et puis prouver qu'une grossesse appartient à un tel ou un autre. Mais ici, tel n'est pas le cas. On a la parole du mari contre celle de la femme, et c'est donc un problème.
un problème. Mais beaucoup d'émotions aussi. Hein? Oui, beaucoup d'émotions, les familles qui s'en mêlent. Il y a un peu un problème d'objectivité. Mais ce que je retiens de positif dans le tribunal coutumier, c'est qu'à la fin, la réconciliation y est. Le problème est réglé et chacun s'en sort presque sauf. Ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on n'a même pas demandé comment il s'appelle, à Kouma de réparer en quelque sorte cette grave accusation contre son épouse. Il n'y a même pas eu une petite amende. Or, les amendes, c'est quand même comme cela que les tribunaux coutumiers terminent leurs affaires. Et effectivement, pour celui qui va parcourir l'œuvre, il verra qu'il y a eu un problème de terre qui s'est terminé par une amende qui a été infligée par les deux parties. Ici, je l'ai dit, nous sommes dans une société patriarcale. L'homme, c'est le sachant, c'est le maître. C'est lui qui est très souvent offensé. La femme, c'est elle qui offense. Et généralement, quand l'offensé s'en trouve ne plus être l'offensé, bon, il n'y a plus d'amende. Il n'y a plus d'amende. Et l'affaire reste comme ça. L'affaire reste comme ça et c'est même une des injustices faites à la femme. À la femme africaine. Ou seulement dans l'histoire de votre livre, vous êtes en train de dire que la femme africaine, jusqu'en ce 21e siècle, continue encore de souffrir de ce genre d'injustice. Le dit tout haut serait battre en brèche le travail de beaucoup de gouvernants, mais c'est la vérité. C'est la vérité, la femme est encore en marge, même du développement, parce que si nous nous trouvons en train de créer des fonds pour les femmes, alors qu'on parle d'égalité, on devait simplement dire que nous avons des fonds pour les habitants d'une telle société, mais si nous sommes obligés de dire que nous créons des fonds pour des femmes, pour aider les femmes à se développer, à sortir de la pauvreté, c'est parce que nous sommes tous convaincus que la femme est en marge du développement et qu'elle subit des injustices. Qu'il faut chercher à rattraper. Amis téléspectateurs, chers amoureux du livre, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir cet autre auteur qui venait nous présenter Le procès de Souralais, un roman. Il en est certes à sa deuxième production littéraire, mais ce roman est vraiment d'une belle facture qui montre qu'il est en train de prendre des galons dans le monde difficile de l'écriture. Ce jeune auteur a donc besoin de vos encouragements. Son livre vous attend dans le bac des librairies et mérite d'être lu pour que vous puissiez aller à la rencontre de son projet littéraire, mais aussi de bien comprendre notre société africaine dont on dit que quand on vous l'a expliqué et que vous prétendez l'avoir compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Nous vous prions de prendre soin de vous et à un prochain numéro. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.